Bonjour, dans quelques instants, vous entendrez un dialogue entre Nicole Niesotto et Richard Verly à propos des rapports entre les États-Unis et l'Europe. Nicole Niesotto, vue de l'Europe, et Richard Verly, vue des États-Unis. Mais auparavant, je voudrais vous rappeler que tous les jours, pendant 2 semaines, nous diffuserons un épisode de notre série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, l'un de ces badas que nous mettons en ligne chaque mercredi et qui sont le supplément culturel du Nouvel Esprit Public sur lequel cette opération a pour but d'attirer votre attention. Nous commencerons avec Christophe Leribaud, aujourd'hui président du Château de Versailles, Philippe Martin, producteur d'Anatomie d'une chute, Hervé Pierre, comédien, ancien sociétaire de la Comédie Française, Amos Reichmann, biographe du fondateur de la Pléiade, Fabrice Friss, président de l'agence France Presse, Laurent de Wilde, pianiste de jazz, Constance Rivière, directrice du musée de la Porte Dorée, Sophie Cazot, journaliste, spécialiste des influenceurs et des influenceuses, Aliette Martin et Olivier Giel à propos de la Comédie Française, Marie-Vonne de Saint-Pulgent à propos de Notre-Dame, Stéphane Le Rouge à propos de la musique de cinéma, Charlotte Hermann-Cachin à propos de Paul Signac, Georges Forestier à propos de Molière, Nicolas Véraud à propos de la charcuterie en général et de l'oreiller de la Belle Aurore en particulier, puis Jean-Philippe Lafont, artiste lyrique. Je vous souhaite une excellente écoute du dialogue entre Nicole et Richard et je vous donne rendez-vous lundi pour le premier épisode de nos rediffusions de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public qui prend une forme un peu spéciale puisqu'il prendra la forme d'un dialogue ou d'un trilogue, si je m'en mêle, d'entre deux des voix que vous avez l'habitude d'entendre, celle de Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et celle de Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne suisse Blick.fr. Nicole a publié chez Odile Jacob au mois d'octobre Fracture dans l'Occident, et Richard a publié au mois de septembre aux éditions Nevikata Cette Amérique qui nous déteste, la comprendre pour mieux lui répondre. Vos 2 livres se croisent, bien qu'il n'y ait eu aucune intention ni même connaissance de votre part, sur pas mal de points, notamment évidemment sur les États-Unis, sur l'Europe et sur l'attitude des uns des États-Unis à l'égard de l'Europe et de l'Europe à l'égard des États-Unis. Si je reprends quelques points saillants qui m'ont paru tels de vos livres respectifs, Nicole Niesotto, vous faites une sorte de coup de périscope sur nos erreurs. Vous avez pensé que nous n'avons pas vu que la société américaine évoluait vers le protectionnisme et le conservatisme assez tôt. Nous n'avons pas vu la fin de l'ouverture modernisatrice de la Russie et nous avons cru que le commerce était un facteur de paix. En fait, pour vous, la tentation américaine de se protéger, de s'isoler, et peut-être même pire, remonte à l'époque du Tea Party, c'est-à-dire au début des années 2000. Face à cette attitude des États-Unis, vos questions sont des questions pour l'Europe. Et il y a 2 hypothèses radicales, à mon avis. L'une que vous avez, la voie dite mollusque, qui consiste à se soumettre mollement aux États-Unis, et l'autre qui est la voie mohican, le dernier des, qui est la résistance, même, et c'est un point sur lequel j'espère que vous expliquerez davantage votre pensée, même si l'Europe se réduit. L'idée d'une diminution du nombre de pays formant l'Europe est une idée qui ne révolte pas la vieille européenne que vous êtes. Parce qu'au fond, vous constatez que la fracture n'est pas seulement entre l'Europe et les États-Unis, mais qu'elle est aussi
au sein de l'Europe elle-même. Richard, dans cette Amérique qui nous déteste, la comprendre pour mieux lui répondre, livre que vous dédiez à tous ceux qui osent encore croire au rêve américain, et qui est un livre de notes de voyage, ou en tout cas un livre à la suite d'un voyage, notes prises pendant votre séjour aux États-Unis, quand Trump venait de revenir au pouvoir, et vous succédez par, vous fonctionnez par succession d'observations, par succession d'étapes, et pense par exemple au musée John Deere à Waterloo, musée dont je pense que peu de gens connaissent l'existence, et que vous prenez comme symbole de l'agriculture américaine. Vous êtes manifestement frappé, peut-être même choqué par le mépris profond des élites américaines, et surtout par les élites non pas trumpistes mais vencistes, si je puis dire. Pour vous, le vice-président des États-Unis en remet plusieurs couches sur l'attitude que son patron a à notre égard. Donc mépris pour les Européens, ce sont des vassaux qui doivent obéir et qui doivent penser comme les États-Unis. Et après tout, vous pensez que les États-Unis sont, comment dire, ont puisé dans leur l'expérience de leur relation avec le Japon pour imaginer la relation qu'ils pourraient avoir avec l'Europe. Et puis, vous vous retournez vers nous, si je puis dire. Tout Suisse que vous êtes plus européen que certains Européens, et vous notez à quel point l'Europe a perdu l'esprit de conquête, à quel point elle a perdu le goût du risque et de l'aventure, faisant écho d'ailleurs à ce que J.D. Vance dit à notre propos, que les Européens sont beaucoup trop résignés à défendre leurs avantages et que leur frilosité leur vaut le mépris d'une Amérique qui nous déteste. Et que cette Amérique-là, et c'est un point que aussi, il me semble, qu'on entend assez peu, cette Amérique-là n'est pas nécessairement une Amérique trumpiste. C'est plus large que l'Amérique trumpiste. Et peut-être reviendrez-vous sur une espèce de méditation que vous faites sur le projet d'Elon Musk pour nous envoyer tous sur Mars. Donnez quelques pistes de vos livres, et c'est maintenant à vous de dire ce que, d'une part, j'ai oublié, ou que je n'ai pas suffisamment souligné, et d'autre part, ce qui, dans le livre de l'autre, vous amènera à rebondir. Honneur, non pas aux Suisses, mais aux dames, Nicole Niesotto. Alors, non, vous avez parfaitement donné la substantifique moelle, comme on disait autrefois, de cet essai. J'ajouterais peut-être une chose. Au départ, je suis partie d'une interrogation, c'est-à-dire je voulais comprendre pourquoi 72 millions d'Américains, qui ne sont pas les plus stupides de la Terre, les plus pauvres, les plus arriérés, les plus incultes, etc., pourquoi ces gens ont voté massivement, donc, pour un homme dont le programme est de détruire tout ce qui a fait la puissance de l'Amérique depuis 8 décennies, depuis 1945. C'est-à-dire pourquoi ce qui fonde l'Amérique, c'est-à-dire le libéralisme économique, la démocratie politique et quand même le primat du droit sur la force, pourquoi tout cela apparaissait à la classe moyenne américaine et aux milliardaires de la tech, puisque ce sont les deux parties de l'électorat de Trump, pourquoi tout cela apparaissait dépassé, inutile, inefficient. Donc ça, c'était mon interrogation de départ, et j'essaye effectivement dans le livre d'une part d'expliquer qu'on n'a rien vu venir, et d'autre part de remonter aux racines plus structurelles des inégalités sociales qui, à mon sens, sont le message essentiel. Et puis, en travaillant, en avançant dans l'ouvrage et en lisant beaucoup, autant le livre de Richard est une enquête journalistique passionnante, fouillée partout avec des détails qui montrent que la réalité est encore pire que ce que je pensais. Autant moi, mon livre, je ne suis pas allée aux États-Unis pour le faire, c'est un livre plutôt d'enquête, de lecture, de think tank, de rapport, pour voir comment la société voyait le monde. Mais en réfléchissant, donc mon deuxième
en fait, je me suis aperçue que la vraie révolution, la vraie contre-révolution trumpienne, c'était pas ce qu'on pensait, c'est-à-dire la géopolitique, le refus d'aider l'Ukraine, l'allégeance, enfin, ou du moins la connivence avec la Russie, l'indifférence à l'égard de l'OTAN, que tout cela était un peu secondaire, que la vraie révolution trumpienne était la révolution contre la démocratie. Et je suis arrivée à la même conclusion que Richard, d'ailleurs, mais par des voies totalement différents. Richard dit qu'il nous déteste, nous, Européens, et moi, je dis qu'il déteste la démocratie, et comme on est dans le monde, le continent qu'il incarne le plus, évidemment, il nous déteste. Et je crois que c'est ça, le message essentiel, qu'il faut se méfier de l'idéologie autoritaire assumée comme telle par certains amis, copains de Donald Trump, l'idéologie autoritaire qui est résumée dans cette phrase de Peter Thiel, la liberté est incompatible aujourd'hui avec la démocratie. Et c'est ça donc, qui m'a le plus accaparé dans l'écriture de l'ouvrage et face à cette question, j'ai essayé de voir qui et comment l'Europe pourrait maintenir un système fondé effectivement sur la triade successful qui a été celle de l'après-guerre et pour l'Europe qui a été un succès absolument phénoménal, qui était libéralisme, démocratie, droit, et d'éviter que tout cela ne soit remplacé par l'autre triade apocalyptique que souhaitent les partisans, enfin en tout cas les idéologues de Trump, qui serait protectionnisme, autoritarisme, force. Parce que dans l'histoire, depuis qu'on l'a connue, protectionnisme, autoritarisme et force, c'est la recette pour toutes les guerres. Et donc, dans une deuxième partie, ou dans une partie finale, plutôt, j'ai effectivement ce chapitre sur l'Europe, mollusque ou mohican, mais on y reviendra peut-être. Richard Verly. D'abord, je voudrais dire que j'aurais aimé être un étudiant de Nicole Niesotto, parce que Nicole dresse dans son livre un panorama fort pédagogique de la situation actuelle. Et c'est vraiment rare, les livres qui parviennent à embrasser comme ça un sujet aussi vaste que les fractures dans l'Occident. Et elle le fait avec, je trouve, énormément d'acuité, de précision. Il y a des sujets sur lesquels je suis en désaccord, mais c'est pas le propos. Le propos, c'est de dire qu'il y a là vraiment un livre qui embrasse la réalité géopolitique d'aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment bienvenu de le lire et d'en prendre connaissance. Après, nous n'avions pas, et j'ai découvert le livre de Nicole alors que j'étais pas au courant qu'elle le préparait, même si on se retrouve ici régulièrement. Je crois qu'il y a deux démarches différentes. Moi, j'ai une démarche qui reste une démarche profondément journalistique. Je pourrais dire c'est une forme de géopolitique de terrain, en quelque sorte. Donc, mon idée n'était pas de réfléchir à la chute éventuelle de l'Amérique ou à la nouvelle Amérique, c'était d'écouter les Américains et d'entendre ce qu'ils me disent et d'essayer d'en tirer quelques conclusions. C'est comme ça que je suis parti. Et d'ailleurs, ce livre n'était pas prévu. Vous vous souvenez, Philippe, on en avait discuté. J'avais ce projet que j'ai exécuté, d'aller aux États-Unis pendant la campagne électorale américaine. J'y suis resté à peu près 3 mois. J'en ai fait une partie en camping-car, donc de Chicago au nord à Mar-a-Lago au sud, c'est-à-dire au golfe de Monsieur Trump. Et au long de cet itinéraire, j'ai rencontré l'Amérique que je souhaitais rencontrer. Donc c'était délibéré de regarder cette Amérique qu'on trouve dans les campings, là où vous garez votre camping-car, ou dans les 2 autres endroits qui sont autorisés pour garer ce genre d'engin aux États-Unis, c'est les parkings de Walmart et les parkings de Costco. Les 2 grandes chaînes d'hypermarchés. Le reste, vous pouvez vous garer, mais au risque que la police du comté vienne vous chercher et vous demande de changer d'emplacement. Eh bien, moi, ce qui m'a frappé, et particulièrement dirigé contre les Européens, pas au premier abord, il faut bien le dire, attention, le réflexe naturel de ces Américains MAGA, du mouvement Make America Great Again, c'est-à-dire le mouvement que Donald Trump a formidablement réussi à catalyser, même s'il est composé de différentes factions et de différents mouvements, leur première réaction n'est pas d'être anti-européens. Je tiens à le dire, les Américains, même MAGA, demeurent éminemment sympathiques, éminemment faciles d'abord, éminemment faciles de discussion, et ce n'est pas vers l'Europe qu'ils vont tout de suite diriger, je dirais, leur ressentiment. Mais très vite, dès qu'ils apprennent que vous êtes européen et dès que vous commencez à leur parler de la relation transatlantique, là, les choses s'enveniment. Et elles s'enveniment pourquoi ? Pour une raison
que j'ai participé récemment à une émission de télévision. Je le dis parce que l'expression n'est pas de moi et j'aurais bien aimé la voir, parce que les États-Unis sont en proie aujourd'hui à un nationalisme colérique. Le nationalisme colérique me paraît être une donnée de base dans la compréhension du monde de Trump d'aujourd'hui. Ils sont, cette Amérique-là, profondément nationaliste. C'est ce que des gens comme Bertrand Badi ont théorisé, le ressentiment, voilà, l'humiliation, ce sentiment d'ailleurs aberrant qu'ils ont été humiliés, alors que pour beaucoup de nations dans le monde, c'est eux qui ont humilié. C'est pas eux les humiliés, mais eux se vivent comme des humiliés, et donc ils en tirent un profond ressentiment. Et comme cette machine américaine, par tous les biais, par le biais économique, par le biais social, par les inégalités, est fondamentalement basée sur la colère. Le moteur de l'Amérique, c'est la colère. C'est la colère pour réussir, c'est la colère pour gagner de l'argent, c'est la colère pour s'imposer. C'est consubstantiel de l'Amérique, la colère. C'est pas quand même un hasard s'ils ont fait ce qu'ils ont fait aux Indiens, aux populations américaines natives pour créer leur pays. Eh bien, on a aujourd'hui l'association de ces deux choses, nationalisme effréné, quand même le slogan « Make America Great Again », l'Amérique puissante, ce que n'arrête pas de dire Donald Trump, l'Amérique est le plus beau pays du monde, et comme le fait Trump, il le répète en général 3 ou 4 fois pour être sûr que vous ayez bien compris. Et deuxièmement, ils sont en colère. C'est la phrase que reprend Nicole. L'Union européenne nous a entubés. La phrase de Trump, elle a été faite pour nous entuber et on pourrait le traduire d'une autre manière si on était un peu plus vulgaire. Donc voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était de raconter comment se dresse désormais face à nous, de l'autre côté de l'Atlantique, une Amérique pour laquelle nous ne sommes pas faits. Nous n'avons pas été éduqués, et je parle sous votre contrôle, Philippe, vous connaissez bien les États-Unis aussi, nous n'avons pas été éduqués, formés à nous méfier de l'Amérique. On s'en est méfié pour des raisons politiques, on savait ce qu'elle faisait en Amérique latine, mais fondamentalement, me semble-t-il, nos générations ont été éduquées dans l'idée que l'Amérique serait toujours de notre côté et que nous étions en quelque sorte du même côté du manche. Eh bien, aujourd'hui, à mon avis, ce n'est plus vrai. Il y a une partie de l'Amérique qui ne nous considère plus comme ses alliés, comme ses amis. Et pourquoi elle nous déteste ? Tout simplement parce qu'on lui renvoie l'image de ce que cette Amérique déteste, des puissances à leurs yeux faibles. La force, c'est très important pour les États-Unis d'aujourd'hui. Des puissances trop métissées et notamment qui sont à leurs yeux islamisées. Le poids de l'islam est quelque chose de très important. Et enfin, dernière chose, des puissances qui ne s'assument pas comme telles, parce que sous le règne de Trump, si vous êtes une puissance, vous cognez d'abord et vous discutez ensuite. Alors, si on examine ce qu'il peut y avoir de vrai, d'exagéré, de fantasmagorique dans cette attitude des États-Unis à l'égard de l'Europe, il me semble qu'il y a chez nous, en tout cas pour ce qui est de la France, une ambiguïté. D'une part, Jacques Julliard avait raison de dire l'anti-américanisme, c'est le socialisme des imbéciles. C'est en faisant l'anti-américain qu'on peut passer pour socialiste. Ça a été vrai pendant très longtemps. Il y a d'ailleurs une réplique du film de Costa-Gavras, du film à grand succès de Costa-Gavras Z, d'après le roman du même nom, dans lequel l'un des partisans d'Yves Montand, l'un des députés de la gauche, et même celui-là de la gauche très à gauche, qui est incarné par ce merveilleux bonhomme qui était Charles Denner. Charles Denner dit à un moment donné, il faut toujours t'en prendre aux Américains si tu ne sais pas pourquoi, eux le savent. Et ça fait partie du fond de notre attitude. Et en même temps, l'autre attitude, c'est qui est contemporaine de celle-là, consiste à trouver abri dans le giron des États-Unis pour des tas de choses, y compris culturelles, mais d'abord, je dirais, pour des motifs qui tiennent à notre défense. Et quand Trump, dès longtemps, a secoué les cloches en disant « Vous croyez qu'on va payer pour vous indéfiniment ?» Force est de constater qu'il n'était pas sans argument. Et donc, Nicole Niesotto. Oui, alors sur l'anti-américanisme français, je crois que, contrairement à ce que vous dites, Philippe, je crois que nous savons pourquoi. Nous, Français, nous avons ce fond de culture anti-américain. C'est tout simplement l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le général de Gaulle, quand il a
décidé de construire l'indépendance militaire et nucléaire de la France, c'était avec la conviction que les Américains n'étaient rentrés en guerre que parce qu'ils avaient été attaqués à Pearl Harbor, donc très tard, et pas du tout pour défendre la France, et ils auraient pu parfaitement se satisfaire d'une France occupée. Et c'est cette leçon que De Gaulle a tirée de l'histoire, c'est cette leçon qu'on apprend à toutes les générations de petits Français, qui fait que nous sommes les seuls en Europe à porter cette image d'une Amérique qui, bien sûr, est venue à la rescousse 2 fois de l'Europe pour nous sauver de l'Allemagne d'abord et ensuite du fascisme allemand, du nazisme, mais que quand même une Amérique qu'il faut prendre avec des pincettes et à laquelle il ne faut surtout pas se fier inconsidérément. Et donc, l'anti-américanisme français a toujours été une exception dans l'histoire européenne, mais je crois qu'il est vraiment fondé sur une analyse historique qui, en tout cas, que l'école de la République perpétue de génération en génération, à tel point qu'aujourd'hui nous avons raison, et beaucoup, même des chefs d'État finlandais les plus atlantiques du monde nous disent mais finalement De Gaulle avait raison, on ne peut pas se fier à l'Amérique. Il y a un moment de l'histoire où finalement toutes les erreurs deviennent des vérités, mais en tout cas ce moment c'est le nôtre. Nos partenaires européens maintenant nous disent c'est vrai, vous avez raison quand même, on ne peut pas compter complètement sur l'Amérique. Donc l'idée que l'Europe doit construire son autonomie stratégique au maximum pour être de moins en moins dépendant d'une Amérique qui est de plus en plus anti-européenne, et quand je dis anti-européenne, c'est une Amérique qui est de plus en plus pro-fasciste en Europe. Il ne faut quand même pas oublier que ce sont les copains de Trump, Steve Bannon et Elon Musk, qui financent les mouvements d'extrême droite en Allemagne et en Grande-Bretagne. Donc, aujourd'hui, donc, la leçon de tout ça, c'est que les Européens sont politiquement convaincus qu'il faut que l'Europe se dégage de plus en plus de l'allégeance américaine. Mais là arrive le tragique européen, comme dans chaque étape de l'histoire de l'Europe, il y a un moment tragique qui intervient. Et le tragique de l'Europe, c'est est-ce qu'il faut choisir entre la menace russe ou la menace américaine, la menace d'agression russe ou la menace d'abandon, voire de trahison américaine. Et tous les Européens, comme un seul homme, choisissent la priorité russe. Ce qui fait que, alors que tout le monde est convaincu qu'on doit construire une défense autonome, comme le demande, vous l'avez raison de le dire, le secrétaire d'État à la Défense américain lui-même, alors que tout le monde est convaincu, en fait, ce que tout le monde fait dans la réalité, c'est d'accroître notre dépendance vis-à-vis des États-Unis pour les maintenir avec nous en Ukraine, pour les maintenir avec nous contre la Russie. Et on arrive à cette situation abracadabrantesque, je crois, où les Européens, à cause de la menace russe, acceptent toutes les couleuvres venant des États-Unis, y compris cet accord commercial totalement inégalitaire, y compris alors que la Commission avait dit qu'il fallait investir 800 milliards et qu'elle pouvait prêter 150 milliards sur la défense, eh bien les Européens ont accepté lors de cet accord d'investir 600 milliards aux États-Unis en matière de défense et non pas en Europe. C'est donc le monde, l'Europe qui marche sur la tête. Je voulais juste dire que, pour revenir à la France, oui, on a cet anti-américanisme culturel, si je puis dire, qu'ensuite la gauche a exploité, mais de façon superficielle, qui est vraiment quelque chose de fondamental dans l'identité française. Et on a aussi, évidemment, le fait que De Gaulle, tout en quittant la structure militaire intégrée, n'a jamais quitté l'OTAN, n'a jamais quitté avec l'alliance avec les États-Unis, parce qu'il l'a dit à plusieurs fois, je sais où est ma famille. Et donc, il a été très solidaire de la crise de Cuba, très solidaire des Américains à chaque fois qu'il le fallait. Mais malgré tout, la France, je répète, et c'est pour ça qu'on a une image un peu ambivalente en Europe, est un pays qui a construit son indépendance nucléaire totale, militaire pas totale, parce qu'on est quand même dans l'ombre de l'OTAN, mais nucléaire totale, son indépendance, malgré tout, à l'ombre de l'Alliance Atlantique. Il me semble quand même que le rôle du Parti communiste français dans l'anti-américanisme a été très fort. D'abord, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pays dans lesquels le Parti communiste était très fort, je veux dire de pays démocratiques. L'Italie, oui, mais il me semble que le problème, la différence de rapport entre la France et les États-Unis et l'Italie et les États-Unis, c'est qu'énormément d'Italiens ont été des migrants et qu'il y a un lien, c'est pas seulement le parrain, mais il y a un lien entre les deux qui fait que difficile de tout vuoi fare l'americano, comme chante le napolitain. Richard Verly. Alors, je rebondis déjà sur ce que vient de dire Nicole à propos de la menace russe. Ayons quand même conscience, et je pense que Nicole a raison, le choix a été fait de faire face à la menace russe, le choix géopolitique européen a été celui-là, et donc, par conséquent, cela nous met quand même dans les mains des Américains. Ce qui nous amène à poser une question, il faut avoir le courage de le poser, est-ce que cette guerre en Ukraine n'est pas dans l'intérêt objectif des Américains ?
des États-Unis d'Amérique. C'est un argument qu'il faut entendre. Est-ce que nous obliger, en quelque sorte, à nous profiler contre la Russie à tout prix? Ce n'est pas en réalité ce que veulent les États-Unis depuis le début. Je m'arrête là, on en fera peut-être une autre émission, mais ça mériterait quand même de regarder cela de près. Ensuite, sur l'anti-américanisme. Alors, Philippe, vous m'avez hanté pendant une partie de ce voyage, puisque je sais votre affection pour Jean-François Revel, et donc je suis parti avec la version anglaise de son livre sur l'anti-américanisme, qui s'appelle en anglais Anti-Americanism, et je suis aussi parti avec le défi américain de Servan-Schreiber, qui était un petit peu l'autre livre. Les deux on peut dire que les deux non pas se répondent, parce que tous les deux sont amoureux des États-Unis, mais pas à la même époque et avec des différences. Je crois que ce qui a fondamentalement changé aux États-Unis, et que Trump a su catalyser encore une fois, parce que Trump est un surfeur incroyable, c'est à la fois un moteur, il sait mettre en marche les choses et ensuite surfer sur la vague, ce qui est assez rare. En général, les personnalités politiques sont soit des moteurs, mais pas des surfeurs. Lui, il arrive à être les deux, en tout cas, jusqu'à maintenant. On verra ce que l'affaire Epstein, sur un tout autre domaine, nous dit de son mandat. Eh bien, cette Amérique, moi, ce qui m'a frappé, c'est que d'abord, et c'est toujours quand même l'origine de la détestation, elle ne comprend plus l'Europe. Elle ne comprend plus les Européens, y compris les Américains qui viennent de familles européennes. J.D. Vance, de ce point de vue-là, en est la caricature. Le vice-président des États-Unis vient donc à des racines écossaises et en partie allemandes, comme beaucoup de cette population américaine des Appalaches, qui est la région dans laquelle il a plus ou moins grandi. Je dis plus ou moins parce que lui a grandi dans l'Ohio, mais il a passé beaucoup de temps avec son arrière-grand-mère au nord du Kentucky, à la frontière de la Virginie occidentale, à Panball, où je suis d'ailleurs allé, et c'est ce lieu, Panball, au nord du Kentucky, qui est un peu son creuset personnel et qu'il met en avant dans son autobiographie, Hillbilly Elegy. Eh bien, Vance, à la fois, et peut être la caricature, l'illustration parfaite de l'Américain européen, mais il est celui qui est le plus agressif dans son discours, notamment à la conférence sur la sécurité de Munich en début d'année, en février 2025, vis-à-vis de l'Europe. Et pourquoi? Je pense qu'il y a deux éléments qui font que les Américains ne nous comprennent plus, ou que ces Américains-là, faut toujours le dire, ces Américains-là ne nous comprennent plus. D'abord, première chose, parce qu'ils estiment, et on ne l'a pas mesuré en Europe, mais c'est ça la loi de la politique internationale, qu'on les a abandonnés en Irak. Parce que moi, j'ai rencontré, et ça m'a surpris, vous rencontrez aux États-Unis, sans prendre de rendez-vous, je veux dire naturellement, en vous prenant beaucoup de vétérans. L'armée américaine produit énormément de vétérans, parce que c'est une machine à absorber et ensuite à rejeter, si je puis dire, ces anciens combattants. Ces vétérans, on leur a expliqué, on les a endoctrinés sur le fait qu'ils étaient les défenseurs de l'Occident face à l'islam et les défenseurs de l'Occident face aux auteurs du 11 septembre. C'était ça, le discours de George Bush et de Dick Cheney qui vient de mourir. On ne leur a pas dit qu'ils allaient se battre pour le pétrole. On ne leur a pas dit ça. Et donc, eux, ils ont enregistré l'absence des Européens, à savoir l'absence de la France et de l'Allemagne. Seul le Royaume-Uni, en gros, de manière combattante, les a rejoints et ils l'ont très mal vécu. Ils estiment qu'ils ont été abandonnés. Et le paradoxe, c'est que même en Afghanistan, où l'OTAN était impliquée militairement, où les Français ont perdu des hommes, eh bien là aussi, ils estiment qu'ils étaient les seuls à combattre. Il y a cette incapacité américaine à accepter que d'autres sont à leur côté, ou que d'autres sont en désaccord. Ils n'y arrivent pas, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Et donc, il y a du ressentiment. La deuxième chose, qui est très frappante, c'est qu'ils estiment qu'ils sont l'Occident. Voilà, ça c'est très important pour répondre. Les fractures dans l'Occident, pour eux, ce sont leurs valeurs qu'on pourrait qualifier de religion, famille, patrie. C'est difficile de rajouter travail parce que souvent ce sont justement des populations déclassées qui ont des problèmes économiques sérieux parce qu'ils sont dans des zones désindustrialisées. Mais religion, famille, patrie, ils estiment que sur ces trois valeurs cardinales de l'Occident, et ils ne mettent pas la démocratie dans ces valeurs, eh bien, l'Europe les a abandonnés. Et donc, que l'Europe ne représente plus ce que doit être l'Occident, et ça m'amène à un élément. Nicole a cité Peter Thiel, ce milliardaire qui est d'origine allemande, qui est passé par l'Afrique du Sud, propriétaire entre autres de Palantir et de PayPal, qui est l'homme qui
tire les ficelles de la marionnette J.D. Vance, puisqu'il a financé ses campagnes, il est donc un peu le tuteur du vice-président des États-Unis. Cette Amérique, c'est une Amérique blanche, il faut bien le dire. Derrière ça, vous avez un suprémacisme blanc qui est à l'œuvre, et j'en prends pour preuve l'une des mesures les plus récentes des services de l'immigration sous Trump. Vous savez qu'ils sont extrêmement violents dans leur traque aux immigrants illégaux, latinos et autres, qui finissent dans des prisons, voire qui sont expulsés, y compris dans des pays lointains. Eh bien, ils viennent d'ouvrir les portes, les États-Unis, aux Afrikaners d'Afrique du Sud, en disant vous pouvez venir et vous aurez des visas librement. Si ça, c'est pas une preuve que le suprémacisme blanc est à l'œuvre, alors je ne sais pas quoi penser. Nicole Nisotto. Oui, le suprémacisme, d'accord, le racisme, l'antiféminisme, la volonté de recréer une inégalité sociale, raciale dans cette Amérique, ce que moi, dans mon vocabulaire courant, j'appelle le retour d'un certain fascisme occidental. Alors, notre science politique est un peu impotente dans cette affaire, parce qu'on a des concepts de sciences politiques qui décrivaient une réalité qui est aujourd'hui complètement dépassée. Et ce qui se passe aux États-Unis a du mal à rentrer dans nos critères, dans nos concepts. Quand je dis fascisme aux États-Unis, les gens peuvent penser mais elle est folle, elle exagère, etc. Mais simplement parce qu'on n'a pas encore trouvé le bon mot. Certains disent démocratie illibérale, d'autres disent populisme. Moi, je pense démocratie autoritaire. C'est quelque chose comme ça qui se joue aux États-Unis. Donc, oui. Mais je voudrais revenir sur deux points. La première, c'est sur une des choses sur lequel dans lequel le livre de Richard Verly apporte beaucoup de choses et que moi j'ai un peu laissé de côté. Il y a deux choses que j'ai trouvées dans ce livre qui complètent vraiment l'analyse. C'est premièrement l'importance de la religion. Alors on le sait traditionnellement, mais là c'est marqué, illustré, commenté avec extrêmement de précision et de façon effrayante. Et deuxièmement, quelque chose là que je n'ai pas vu du tout, qui est la corruption. L'importance de la corruption, c'est un pays de corrompus. La corruption étant une façon comme une autre de s'enrichir, d'enrichir le clan, les blancs, les milliardaires, de la tech, les afrikaners, etc. Et Richard donne dans cet ouvrage des éléments pour comprendre cela. La corruption non seulement intérieure, mais la corruption des élites internationales, notamment celle du Moyen-Orient, qui, à mon avis, noircissent encore l'image des États-Unis. Ce que je voulais dire, quand Richard dit « ils ne nous comprennent pas », je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'ils ne nous aiment pas parce qu'il y a deux choses que l'Europe représente et dont ils ne veulent plus, dont ils ont voulu autrefois, mais dont ils ne veulent plus du tout. La première chose, c'est la liberté. La conception démocratique de la liberté, qui est simplement que la liberté doit être contrôlée par la loi, par des institutions publiques, et que la liberté, ça n'est pas l'anarchie et le droit du plus fort. Pour ces Américains-là, et en particulier pour les milliardaires de la tech, qui sont vraiment le pilier, le soutien essentiel du Trumpisme, pour les milliardaires de la tech, la liberté européenne, c'est l'interdiction d'inventer, de financer, d'investir comme on veut. Autrement dit, ce qu'ils détestent, ce sont les obsessions européennes sur le contrôle des libertés, le contrôle notamment de l'industrie numérique. Et un de leurs ennemis privilégiés, c'est Thierry Breton, l'Union européenne et tout cet arsenal normatif que l'Europe a inventé pour réguler tout simplement l'industrie numérique. Ça, je crois que c'est parti d'une haine profonde de la part des milliardaires de la tech qui n'a rien à voir avec la haine des Européens, qui a à voir avec le besoin d'argent, l'envie de pouvoir faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et la deuxième chose qu'ils nous reprochent, et là je crois malheureusement avec raison, c'est d'avoir été des parasites pendant 8 décennies, pendant 80 ans, d'avoir été des parasites sur le plan militaire et d'avoir construit notre puissance économique, notre euro qui leur fait de l'ombre, sous l'aile américaine, payée par les Américains. Et ça, c'est assez vrai. Quand on regarde encore aujourd'hui les dépenses au sein de l'OTAN, les Américains, comment dit-on, pas supportent, mais soutiennent. Enfin, 70% des dépenses militaires de l'OTAN sont des dépenses américaines. Donc c'est vrai que les Européens ont profité de la manne américaine pour se construire une puissance économique, une puissance normative
à moindre coût, si je puis dire, parce que quand on ne paye pas pour sa défense, on a beaucoup d'argent pour investir ailleurs. Et donc là, je crois qu'ils n'ont pas totalement tort. Et d'ailleurs, les Européens l'ont compris, qui ont tout de suite accepté de passer à 5%, d'augmenter jusqu'à 5% du PIB leurs dépenses de défense pour calmer un peu les Américains. Mais donc, pour synthétiser ce point, je crois que le fait que l'Europe soit un parasite et le fait que ce soit un parasite normatif, ça, c'est véritablement ce qu'ils veulent détruire. Et je crois qu'ils font une vraie différence entre les Européens, les pays européens et l'Union européenne, ce qui est dans le viseur des États-Unis, peut-être pour la première fois depuis la construction de l'Union européenne, ce qui est dans le viseur des États-Unis, c'est l'institution Union européenne. Alors que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont été les premiers à soutenir Schuman et Monnet pour reconstruire quelque chose qui contrôlerait l'Allemagne. Au départ, c'était ça, contrôler une éventuelle résurgence de puissance allemande. Et alors que l'Amérique a toujours soutenu la construction européenne, elle a essayé de détruire l'euro en 2000, mais quand elle a vu que c'était pas possible, elle s'est arrangée. Là, il y a véritablement une guerre sur l'institution européenne, considérée comme un empêcheur d'investir et de tricher en rond. Richard Verlet. Je reviens sur la corruption et effectivement, je pense que l'une des grandes différences entre aujourd'hui les États-Unis de Donald Trump et les Européens, les gouvernements européens, mais même les Européens dans notre mentalité en général, Donald Trump vénère la corruption. Alors, il ne l'appelle pas comme ça. Mais quand vous regardez par exemple son enrichissement, le Wall Street Journal récemment a fait un article pour dire que grosso modo sa famille élargie avait gagné 1 milliard depuis son élection le 5 novembre 2024. Sur c'est les quand cryptos. même pas mal. C'est quand même pas mal. 1 milliard alors qu'il n'en est pas encore à 1 an de présidence puisqu'il a été investi le 20 janvier. Si vous estimez qu'il va gagner 1 milliard par an, ça veut dire qu'il en gagnera 4. Sa famille aura gagné 4 milliards lorsqu'il quittera le pouvoir, puisqu'il doit le quitter, rappelons-le, même s'il entretient parfois le flou, en 2028. Et pourquoi ça ? Parce que il y a, d'abord dans la mentalité américaine, vous le savez Nicole comme Philippe, l'argent occupe une place essentielle. Sans argent, vous ne faites rien puisque tout est basé sur votre capacité à payer, votre assurance maladie, l'université de vos enfants, etc., etc. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire que pour Trump et pour les siens, l'argent est un signe d'intelligence. C'est-à-dire que ne pas faire d'argent, Oui. c'est être stupide. Être professeur, c'est être stupide, à leurs yeux. Être travailleur social, c'est être stupide. L'argent, pour Trump, va au-delà du critère, j'allais dire, du bien-être matériel. C'est un critère qui classe les gens et qui classe les pays. Et donc, vous avez 2 sortes de pays dans le monde. Vous en avez 3, en fait. Vous avez les pays qui ont beaucoup d'argent sans travailler parce qu'ils ont des richesses. Arabie Saoudite, les pays du Golfe, ceux-là, ils ont beaucoup d'argent. D'ailleurs, quand Trump y va, vous avez remarqué, il le dit. Il a dit récemment à côté de l'émir de Dubaï, voilà, celui-là, il pèse lourd. Il pèse des centaines de milliards. Ça, c'est des pays dont Trump estime qu'ils ne travaillent pas, mais ils ont des ressources, ils les puisent et ils sont très riches. Donc, ils sont redevables à l'Amérique. C'est pour ça que le Qatar a payé un avion. Ce sera le futur Air Force One qui transportera le président des États-Unis. Deuxième catégorie de pays, c'est les pays, on va dire, besogneux, qui acquièrent de la richesse par leur travail. C'est pour ça que Trump est assez respectueux des pays d'Asie, en gros des pays de l'Asie émergente. Il leur a fait un deal autour de 19%, entre 15 et 19% de tarifs douaniers, alors que ce sont des pays très exportateurs vers les États-Unis, mais il considère que ces pays valorisent la richesse, et à ses yeux, c'est important. Les pays qu'il déteste, alors je ne parle pas de l'Afrique qui, dans son radar, n'existe pas, sauf le Rwanda, important de le dire, et l'Afrique du Sud pour les raisons que j'ai évoquées, le Rwanda pour sa réussite économique évidemment, et puis les Européens. Alors les Européens, à ses yeux, c'est affreux, parce que ce sont les pays qui ont renoncé à la richesse, à ses yeux. Renoncer à la richesse puisque l'égalité, puisque le souci de la redistribution. Et ça, pour Trump et pour les siens, et notamment pour Elon Musk, c'est un péché mortel. Vous ne renoncez pas à la richesse. Si vous renoncez à la richesse, c'est que véritablement, vous ne méritez pas la confiance de l'Amérique. Alors, chez Trump, c'est parce que la richesse, c'est ce qui compte culturellement parlant. Chez Musk, la richesse, c'est l'instrument de la conquête. Et donc, vous avez les deux qui se rejoignent. En gros, ces Européens qui se sont mis à détester la richesse, ils ne méritent plus le titre d'Occidentaux en chef.
Nicole Nisotto. Oui, alors, peut-être pour revenir sur ces Européens. Je crois qu'il faut... on est souvent tous, je pense, accablés par la réaction de l'Europe, ou par l'absence de réaction de l'Europe, ou par toutes les couleuvres que l'Europe avale depuis que Trump est au pouvoir. Et je parlais tout à l'heure de cet accord commercial indigne, puisqu'il impose de 15% les biens industriels qui vont aux États-Unis et sans aucune réciprocité pour les biens industriels qui arrivent en Europe. Et donc, on a souvent cette impression que les Européens, véritablement, sont pas au niveau et qu'en tout cas, ils méritent le Trump qu'ils ont. Moi, je voudrais un peu plaider d'abord l'indulgence, même si après, je reviendrai plutôt pour demander de l'exigence. Mais il faut être indulgent à l'égard de ces Européens qui vivent depuis 3 ans un ensemble de révolutions absolument phénoménales pour lesquelles ils n'étaient pas préparés, qui sont la révolution stratégique avec la guerre en Ukraine et la révolution politique avec l'autoritarisme trumpien. Et je voudrais revenir au tout début de la construction européenne. Depuis 8 décennies, les Européens ont mis en œuvre les 3 principes que Schuman et Monnet et les Américains leur avaient donnés entre 50 et 55, entre la CECA et les traités de Rome, qui étaient de dire: plus de guerre, plus de géopolitique, ça suffit. Vous nous avez fait 2 guerres mondiales, vous ne vous intéressez plus du tout au monde, à la guerre, plus jamais ça. Et donc, vous oubliez, ça n'est pas votre sujet. Deuxième principe qui en découle, faites du commerce, parce que ça, c'est pas dangereux, et puis en plus, ça vous enrichira, et puis ça pacifiera peut-être l'autour, donc faites du commerce, il n'y a aucun problème. Et puis troisième diktat, ayez confiance dans les États-Unis, l'Amérique va vous défendre, puisque la défense vous est interdite, vous n'avez pas le droit, donc l'Amérique va être votre protecteur en Europe et protecteur de vos intérêts dans le reste du monde. Et nous avons vécu pendant 8 décennies sur ces 3 instructions: pas de géopolitique, du commerce et une confiance inébranlable dans l'Amérique. Or, tout d'un coup, en 3 ans, depuis 2022 pratiquement, et surtout cette année, les Européens doivent changer complètement de braquet. Il faut faire exactement l'inverse de ce qu'on nous avait dit de faire, ou pour le dire autrement, il faut faire exactement ce qui était interdit pendant presque un siècle. 8 décennies, c'est presque un siècle. C'est-à-dire, il faut vite faire de la géopolitique, il faut penser la défense, il faut penser le monde, il faut s'armer contre les Russes, il faut armer l'Ukraine, il faut aller peut-être en Ukraine protéger un accord de paix quand il sera là. Il faut non seulement faire tout ça, mais il faut le faire très vite, avec énormément d'argent, donc c'est quand même le monde à l'envers. Deuxièmement, il faut se méfier du commerce, parce que c'est pas si évident que ça, que le commerce enrichit. La preuve, les prévisions de croissance sont à moins de 1% pour l'année prochaine dans l'Union européenne. Et puis on a vu que le commerce ne pacifiait pas du tout le monde. Poutine a attaqué l'Ukraine alors que c'est pas du tout son intérêt commercial. Il se soumet à des embargos terribles et donc le commerce n'est pas du tout pacificateur. Méfiez-vous du commerce. Développez une politique de sécurité économique, de contrôle des investissements directs étrangers, c'est-à-dire des formes de protectionnisme qui étaient impensables dans la Commission européenne jusqu'à maintenant. Et puis troisième chose, méfiez-vous de l'Amérique, parce qu'après tout, l'Amérique, elle n'est pas sûre de venir vous aider au sein de l'OTAN. Trump a dit que l'article 5, c'était pas automatique, ce qui est vrai d'ailleurs, et l'Amérique est devenue le meilleur soutien des mouvements fascistes en Europe. Et donc, les Européens, aujourd'hui, doivent penser leur défense contre la Russie et penser la défense de leur démocratie contre l'autoritarisme russe avec une alliance américaine dont le chef est contre la démocratie européenne. Ça fait quand même beaucoup et c'est pour ça que je plaide l'indulgence vis-à-vis de la faible, difficile réaction. Mais en même temps, je plaide l'exigence parce qu'on peut comprendre que les Européens aient du mal en 3 ans à changer complètement leur vision, mais et donc il faut être indulgent, mais il faut être exigeant. Je crois que un des torts aujourd'hui de l'Union européenne, c'est de ne pas vouloir voir. Dans le livre, vous avez raison, Philippe, vous l'aviez cité en introduction, j'ai un chapitre qui s'appelle « Ces signes que nous n'avons pas voulu voir ». Eh bien, aujourd'hui, il y en a encore. On ne veut pas voir l'Amérique telle qu'elle est. On se ment soi-même sur l'Amérique. Et une grande partie des Européens, je ne sais pas ce que vous en pensez, Richard, mais une grande partie des Européens aujourd'hui sont convaincus que Trump, c'est une anecdote de l'histoire. Ça va passer, que dès 2026, il va perdre
les élections, et qu'après, on va revenir à, non pas une Amérique pacifique, etc., mais une Amérique plus normale, plus consciente de ses intérêts en Europe, et qu'il suffit de faire le gros dos pendant encore un an, et qu'après, tout ira mieux. Moi, je suis persuadée que c'est là encore la plus grande des illusions, parce que les racines du vote trumpien sont tellement profondes aux États-Unis qu'elles dureront bien au-delà de Trump lui-même, et surtout si c'est J.D. Vance qui prend le pouvoir après lui. Donc voilà, je crois qu'il faut être exigeant. Les Européens doivent arrêter de se mentir sur le côté européen de l'Amérique, mais ils n'y arrivent pas, et ils n'y arrivent pas aussi parce qu'ils ont à la tête de la Commission, quelqu'un qui est totalement pétri d'atlantisme. Madame von der Leyen, malgré tout ce qu'elle fait pour la défense, est incapable de s'apercevoir que l'Amérique est devenue un adversaire. J'aurais quelques réactions et objections à ce que vous avez dit. Vous avez raison d'utiliser, tout en pointant le mauvais usage ou en fait l'ennui d'avoir utilisé le mot de fascisme. Le fascisme est trop lié à un moment historique, à son évolution vers le nazisme et du nazisme vers toutes les politiques de destruction, d'anéantissement, de génocide, etc. Et en effet, il faut trouver autre chose. Et pour le moment, il me vient une idée, mais je ne suis pas sûr qu'elle se répande assez facilement, mais c'est de reprendre le rhinocéros. C'est un parti rhinocéros, Ionesco. Il faut maintenant, est-ce que Ionesco est suffisamment répandu? L'autre chose, c'est les Américains disent, les États-Uniens disent, nous sommes, vous vous êtes conduits comme des gens, comme des profiteurs en matière de défense. C'est vrai, sauf pour la France. Nous avons gardé une armée, nous avons une force atomique et nous avons une géopolitique. Alors, on l'a eu plus ou moins, on l'a eu beaucoup du temps du général et même assez passablement du temps de ses successeurs au fur et à mesure, y compris du temps de François Mitterrand. Ça, c'est du temps de Jacques Chirac, quand la France a refusé de s'associer, contrairement à la Grande-Bretagne, de s'associer à l'Irak. On a eu du caractère et ça ne nous met pas à l'abri, et on a même eu cette audace que de fabriquer notre propre avion de combat et non pas de faire comme tous les autres qui vont acheter leurs avions de combat aux Américains et donc remettre en réalité une grande partie de leur défense profite aux Américains. Et puis j'aimerais, mais je vais passer avant la parole à notre ami Richard, mais j'aimerais qu'on revienne avant de nous quitter sur votre idée que il peut y avoir une petite Europe, c'est-à-dire qu'on peut réduire les effectifs, on réduit la voilure, on se défait des pays rhinocéros et on peut repartir autour d'une conception de l'Europe qui pourrait d'abord nous débarrasser de Madame von der Leyen et ensuite nous conduire vers une activité. J'irai pas jusque-là, mais bon. C'est quand même une question qui a été évoquée il y a peu de temps, peut-être pas par des gens qui pensent comme vous au Parlement européen, mais enfin ils l'ont fait. Richard Verly. Alors, j'essaye de passer en vue plusieurs choses qui ont été dites au regard de ce que j'ai, de ma connaissance et de ce voyage aux États-Unis que j'ai effectué, de ce qu'il m'a appris. Premièrement, les Européens au sens dirigeant, gouvernement, méritent-ils notre indulgence? Sans doute. Parce que l'Union européenne d'aujourd'hui est le produit de l'histoire et effectivement, elle a répondu à certaines exigences. Sauf que, à mon avis, il y a quand même deux éléments où on ne peut pas être indulgent et où ce qui se passe aux États-Unis, où les interrogations des Américains, de ces Américains-là, devraient nous ouvrir les yeux. D'abord, on ne construit pas la liberté avec une bureaucratie. Je crois qu'il y a chez ces Américains-là, une vraie volonté de détruire l'État fédéral pour des tas de raisons, notamment pour pouvoir accaparer le plus de richesses possible. Mais il y a aussi cette évidence qu'à un moment donné, la bureaucratie de l'Union européenne finit par brider les libertés. Et je crois qu'il faut entendre ça, parce que c'est ce qu'aujourd'hui ressentent beaucoup d'Européens. Beaucoup d'Européens, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient citoyens, ressentent l'Union européenne et ses institutions comme bridant leur liberté. Et donc là, il n'y a pas d'indulgence à avoir. Aujourd'hui, alors c'est peut-être mon côté suisse, vous me pardonnerez, parce que la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, même si elle en est très proche, mais il faut cesser de penser qu'on va produire du libéralisme et de la démocratie avec une bureaucratie. À un moment donné, ça devient incompatible et je me demande si on n'est pas à ce moment maintenant. Deuxième raison pour laquelle je ne suis pas indulgent, et ces Américains ont raison de ne pas l'être, c'est que les élites américaines,
les élites politiques, et notamment Trump, se sont renouvelées. Alors c'est assez effrayant d'ailleurs. Il faut le constater. Les élites européennes, j'entends des institutions européennes, ne se sont pas beaucoup renouvelées. Et donc, quand je vois et quand j'entends, je ne vais pas citer de nom parce que certains sont des amis proches de Nicole, mais quand j'entends certains responsables européens français continuer de défendre le commerce international, continuer de défendre le libre-échange, continuer de défendre des choses qui étaient des aberrations et continuer d'expliquer et parier sur la défaite économique de Trump, alors que les résultats économiques pour l'instant ne sont pas si mauvais que ça, et que Trump ramasse des brassées de milliards, de centaines de milliards d'investissements à travers le monde, je me dis, ces gens feraient mieux de se taire. J'ai fait une chronique récemment dans Blick, où j'ai dit, à propos de la Suisse, ça ne concernait pas l'Union européenne, mais à propos du débat européen en Suisse, les boomers doivent arrêter de parler d'Europe. Les jeunes générations ne veulent plus de l'Europe des boomers. Donc je pense qu'il y a un problème générationnel et que ce qui se passe aux États-Unis prouve qu'on doit accepter ce changement de génération. Il est temps que le discours sur la construction européenne passe à d'autres générations qui le formuleront différemment, qui peut-être le remettront en cause, mais le moment est venu de basculer. Ça, donc, sur ces deux points de vue, je ne partage pas l'indulgence de Nicole. Deuxième chose, sur ce que vous disiez, Philippe, la France a eu du caractère. C'est vrai. Et d'ailleurs, ce n'est pas vers la France qu'est dirigé le ressentiment naturel de cette Amérique-là. Sans doute parce que la France est un pays qu'ils connaissent mal. Ce n'est pas vers la France. C'est vers le continent européen, c'est vers les sociétés européennes, c'est vers cette désertion européenne. Mais c'est pas vers la France. Pourquoi ? Pour une raison simple que vous disiez, c'est que la France, à travers son caractère, a joué le rapport de force. La France s'est installée avec ses moyens, insuffisants, baroques parfois, mais dans le rapport de force en tenant tête aux États-Unis. Et de ce point de vue, eh bien oui, il faut avoir du caractère dans ce monde-là dominé par cette Amérique-là. Si on n'a pas de caractère, et le caractère, ça passe évidemment par des actes, eh bien on ne tient pas. Sauf que, je mettrai 3 mois de suspension, Philippe, nous avons eu la France du caractère, car nous y avons consacré les moyens financiers, notamment pour la dissuasion. Est-ce que la France a aujourd'hui les moyens financiers de conserver son caractère ? Ça, c'est une question qu'il faudrait vraiment se poser, parce que le caractère, ça passe par des investissements en matière de défense, vous l'avez très bien dit. Troisième élément, est-ce que, fondamentalement, les Américains ont tort lorsqu'ils pensent et lorsqu'ils nous détestent, lorsqu'ils nous méprisent, parce que nous avons, selon eux, renoncé au progrès? Eh bien, je pense qu'ils n'ont pas tort. Écoutons-les là aussi. Vous savez, ces milliardaires de la tech qui, pour une partie, Nicole, d'ailleurs, n'étaient pas trumpistes, ils le sont devenus par intérêt. Jeff Bezos, Tim Cook, le patron d'Apple, tous ces gens sont trumpistes par circonstance et parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est un peu comme les patrons suisses qui se rendent en délégation à la Maison-Blanche pour négocier les tarifs et qui apportent à Trump une pendule Rolex et un lingot d'or. Ce sont des gens qui vont se prosterner devant celui qui leur garantit la prospérité économique. Mais le fait est quand même que des sociétés, pour avancer, ont besoin d'un élan. Un élan technologique, un élan numérique, un élan... Et est-ce que nous, Européens, nous avons aujourd'hui la capacité d'avoir ces grands projets, cet horizon ? On peut penser ce qu'on veut des milliardaires de la tech, mais ils ont un projet. Ils ont une ambition. Moi, j'ai rencontré au Texas des Américains moyens qui croient viscéralement que dans 30 ans ou dans 20 ans, il y aura des gens sur Mars. Peut-être Philippe Meyer d'ailleurs, il sera également parce qu'il y aura besoin d'un esprit public sur Mars. Eh bien, ils le pensent et ils en sont fiers. De quoi, nous, Européens, pouvons-nous être fiers aujourd'hui ? Nicole Niesotto, oui, sur l'Europe. Oui. Mais d'abord, il y a aussi 10% d'Américains qui pensent que la Terre est plate. Donc, faut... Elle ne l'est pas ? J'ai 3 points rapides. Premièrement, ça se discute. Premièrement, sur la France, je crois que les Américains, à la fois, nous respectent et nous détestent. Ils nous respectent parce qu'on leur a tenu tête 4 fois. De Gaulle, à la fin de la guerre, en 1945. De Gaulle sur le nucléaire, avec l'échec de la MLF, la force nucléaire multilatérale qu'ils ont voulu faire. Troisièmement, de Gaulle sur le tiers-monde. Et quatrièmement, la France sur l'Irak. Donc,
on leur a tenu tête, ils nous respectent. Là où ils nous détestent, c'est parce que la France, cette France résistante, cette France de force, est aussi le leader européen, est aussi le pays le plus qui veut avoir le plus d'influence en Europe. Et donc les deux se rejoignent pour qu'on ait une image négative malgré tout quand même aux États-Unis. Deuxième point, sur le libéralisme, la bureaucratie, etc. Je crois que Richard touche un point essentiel, qui est un des grands débats, je crois, de l'avenir pour nos démocraties. Quel est le bon degré, quelle est l'articulation optimale entre la nécessité du contrôle et la nécessité de la liberté? Ça, c'est la question majeure pour l'avenir de notre économie, pour l'avenir de nos démocraties également, et l'avenir du système international. On ne peut pas être totalement libéral, totalement libertarien, et totalement pour le droit, parce que finalement, on ne peut rien faire. Mais inversement, on ne peut pas être totalement autoritaire, protectionniste, et en prix de la force. Et ça, je crois que c'est un des débats majeurs qui dépasse largement la géopolitique, et c'est effectivement le cœur du sujet. Et enfin, troisièmement, sur l'Europe et ses noyaux durs. Je crois qu'effectivement, il faut, et c'est une des leçons à la fois de la guerre en Ukraine et de l'arrivée de Trump, il faut mettre de la flexibilité dans la pureté, dans la vertu institutionnelle de l'Europe. D'ailleurs, la réalité nous oblige à le faire. Un seul exemple, les Britanniques, à cause de la guerre en Ukraine, sont petit à petit réintégrés dans toutes nos discussions sur la défense, parce que c'est du bon sens. Et moi qui ai été tellement contente que les Britanniques quittent l'Europe, je ne suis pas en train de dire il ne faut pas les associer à ce qu'on fait sur la défense. Donc il y a une espèce de réalisme qui nous oblige à une certaine flexibilité. Deuxièmement, ce qu'on voit également avec la géopolitique européenne, c'est que des pays comme la Pologne prennent une importance stratégique majeure, non seulement parce que c'est un pays du front, mais parce que c'est un grand pays qui, pour l'instant, reste démocratique, même si les élections vont un peu dans tous les sens en Pologne. Mais donc, il faut essayer de penser au-delà du couple franco-allemand traditionnel. Et donc, c'est pour ça que je crois que l'Europe des 5 peut être l'Europe du leadership. On est aujourd'hui dans une situation en Europe, où aucun pays ne peut revendiquer le leadership, et surtout pas la France, qui est dans un état lamentable. Le seul qui pourrait le faire, ce serait Madame Meloni, parce qu'elle a une vraie politique européenne que tout le monde trouve respectable. Malheureusement, en politique intérieure, elle ne l'est pas vraiment. Et donc, le leadership ne peut être qu'un leadership collectif, et je pense que les 5 grands, ce que j'appelle les 5 grands, qui est un blasphème, parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'en Europe, il y a des grands et des petits. Ce qui me fait penser à Jean-Louis Bourlange, qui un jour avait dit en Europe, il n'y a que 2 grands pays. Il y a la Grande-Bretagne et le Grand-Duché du Luxembourg. Pour le reste, il n'y en a pas. Je ferme la parenthèse. Et donc, je crois que ces 5 grands, la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, ont une responsabilité historique d'essayer de sauver ce qui peut l'être et surtout de réformer ce qui peut l'être. Moi, je suis très contente, par exemple, en France, du débat sur la taxe Zuckman, qui peut-être, ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais parce qu'il y a le début d'un débat sur le fait qu'on ne peut pas continuer comme avant, ni en économie, ni en redistribution sociale, et il faut aussi l'avoir à 5. Moi, je souhaiterais abondamment que les 5 chefs d'État se réunissent dans un petit château, n'importe où, par exemple en Auvergne, Philippe, vous pourriez les inviter, pour essayer de penser à 5. L'Auvergne et l'Aveyron et vous faites de la géopolitique. Ma pauvre amie, non mais vraiment. Si les Américains savent ça. Bref, mais ils ne savent même pas où est la France à ce moment-là. Et donc, voilà, je suis pour, dans la mesure où on va s'élargir, et ça c'est pratiquement inévitable, à une trentaine de pays dans les années qui viennent, et peut-être même dans les 2 ou 3 ans qui viennent, je pense que l'élargissement doit être une occasion du rétrécissement. Richard Verly, votre conclusion ou votre dernier mot à défaut de conclusion? Ma conclusion, c'est que cette Amérique qui nous déteste, elle existe, elle perdurera et on doit la regarder en face, mais on doit aussi être capable d'entendre le cri qu'elle lance. Oui. Il y a un cri que pas mal d'Européens partagent et on pourrait conclure en disant qu'il y a aussi une Europe qui se déteste. Et donc le pire serait la coalition objective entre cette Amérique qui nous déteste et l'Europe qui se déteste, parce qu'alors là, si les 2 font alliance, tout ce qu'on a construit depuis la Seconde Guerre mondiale, et je pense notamment à l'Union européenne, sera vraiment en péril. Il y a aussi, me semble-t-il, en Amérique, une autre Amérique, l'Amérique qui ne se reconnaît pas du tout dans Trump,
qu'elle commence à se manifester, mais je pense que nous aurions tort de nous monter le bourrichon et de la croire dans une puissance qui permettra aux prochaines élections, c'est-à-dire aux élections de mi-mandat, de renverser Donald Trump. Il y a d'ailleurs une attitude curieuse de certains Européens qui consiste à s'en remettre à l'Amérique pour nous débarrasser de l'Amérique. Oui, exactement. Je suis sûr qu'on aura l'occasion dans le Nouvel Esprit Public de refaire des émissions sur les États-Unis. Moi, ce qui m'a frappé, et vous avez tout à fait raison Philippe, il y a aussi l'Amérique qui nous aime, mais cette Amérique aujourd'hui, elle a peur. Parce que chez Trump, c'est le règne de la peur. Oui. Et peut-être pour terminer sur une boutade, mais une boutade assez sérieuse, moi je ne suis pas si sûr que ça que les élections de mi-mandat 2026 aient lieu. Trump peut trouver, de même qu'il a dit qu'il était peut-être possible qu'il postule pour un 3e mandat, il peut essayer de trouver une solution pour ne pas avoir les élections l'année prochaine. Je sais que ça paraît aberrant de dire ça, mais la force est telle par rapport au droit aux États-Unis que ça peut aussi être une option pour lui. Ou Elon Musk peut l'emmener sur Mars. Je rappelle vos 2 livres, Fracture dans l'Occident, signé de Nicole Niesotto aux éditions Odile Jacob, Cette Amérique qui nous déteste, sous-titré La comprendre pour mieux lui répondre, de Richard Verly aux éditions Nevicata, paru au début de cet automne. Je remercie Jules Plassard avec qui cette émission a été préparée. Je remercie Adrien Beccaria qui l'a enregistré au studio L'Arrière-Boutique, et je remercie les productions Nouvelles Écoutes qui assurent depuis l'origine la production de ce podcast, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.